Bonjour Belzam. Bonjour. Aujourd'hui, j'interviewe Madeleine Stamm, qui est chamane. C'est ça. Alors, il existe différentes sortes de chamanisme. Quelle est ta définition du chamanisme, Madeleine? Du chamanisme, pour moi, il y a autant de chamans et de chamanisme qu'il y a d'êtres humains sur Terre, je crois. Le chamanisme, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est en lien avec la nature, avec tout ce qui vit, tout ce qui est, et tout ce qui est invisible aussi. C'est-à-dire que c'est très en lien avec l'animisme. Pour moi, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, quelque part, vibre, et tout ce qui est vivant, que ce soit les pierres, les arbres, même les lieux, les maisons ont un esprit. Et donc, le chamanisme, c'est tout ce qui part de notre créativité. Et c'est avoir cette conscience que tout est vivant et d'être en lien avec tout. Donc, il y a cette notion de trame et de connexion à tout ce qui est manifesté. Alors justement, tu parles de nature. Comment tu te sers de la nature? Comment tu t'en nourris pour la retransmettre à travers tes soins? Alors la nature... J'ai pas l'impression de me servir de la nature. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est... d'être tout le temps, de faire qu'un avec elle, en fait. Et souvent, c'est elle, finalement, qui est là et qui s'impose. Et qui offre dans toute son abondance, dans toute sa générosité. Dans ma manière de voir, par exemple, dans ma façon de visualiser les gens et leur énergie, souvent, je vois les personnes sous la forme d'un arbre. Et en fait, la manière dont je vois leur arbre, ça me donne des indications sur leur état d'être énergétique. Donc en fait, même les gens, je les vois déjà sous la forme d'un arbre, avec plus ou moins de racines, avec un feuillage qui d'une certaine façon, je vois leur paysage, je vois l'environnement autour. Et du coup, en fait, tout est toujours intrinsèquement mêlé, donc j'ai l'impression d'être au quotidien avec la nature. Alors évidemment, je travaille beaucoup avec les minéraux. Les minéraux m'accompagnent, que ce soit dans mon travail de soins ou que ce soit même moi personnellement. Voilà, je porte des bijoux. J'ai vu que tu en portais. Oui, voilà. Ça, c'est des bijoux que je crée totalement intuitivement. Je me laisse guider par ce qui est là. Je m'intéresse presque moins aux vertus. En fait, j'ai des bouquins de pierre, mais je les utilise pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me laisse guider par la pierre, par ce que j'entends, ce qu'elle me dit, ce qu'elle m'inspire. Et je crée comme ça. Comme ça me vient. D'accord. Et est-ce que tu utilises des plantes? Oui. Ah oui. Ça, beaucoup. Je travaille beaucoup avec les plantes. Parce qu'elles ont un esprit, elles ont une vibration, elles amènent des choses, elles sont des alliés de soins extraordinaires, elles sont des alliés de nettoyage, de purification. Alors évidemment, je sais que tout le monde connaît la fameuse sauge blanche, utilisée, cultivée depuis la nuit des temps par les Amérindiens et peut-être même par d'autres personnes avant. Moi je suis très partisane, et on en parle d'ailleurs beaucoup dans l'Ayurveda, de la vibration locale. Pour moi c'est hyper important de travailler, d'être en lien avec ce qui est déjà là, présent autour de nous. D'abord sur un plan écologique, moi je trouve que c'est une aberration de commander des plantes qui font 3000 km, voire 10 000, enfin qui viennent des quatre coins du monde. Quand on a la possibilité d'entrer en lien et d'être en connexion vibratoire avec des plantes qui poussent chez nous, en plus je trouve que ça, il y a un côté une réciprocité, c'est hyper gratifiant quand on a la chance de faire pousser des plantes sur son balcon, sur son jardin, d'avoir cette relation privilégiée avec une plante. Du coup, moi je travaille avec la sauge de mon jardin. J'ai ma tante aussi qui vit en Ardèche et qui du coup là-bas la sauge ça pousse comme la mauvaise herbe. C'est très grands arbustes, comme la sauge, le romarin. Donc généralement j'en ramène chaque année, puis je me fais des bâtons, des bâtons de fumigation. Et je m'en sers de manière très intuitive, encore une fois, quand je sens que là la plante a envie de travailler avec moi, j'y vais et du coup je travaille avec elle.
Il y a d'autres plantes qui sont très très locales, comme la mauve par exemple. Moi j'aime beaucoup la mauve, j'en ai dans mon jardin. C'est une plante qui pousse toute seule, hein, vous la trouvez au bord des chemins, on peut la trouver en montagne. Et c'est une plante qui est connue comme une plante de dégagement, hein, donc de tout ce qui est énergie négative par exemple. Et voilà, qu'on peut utiliser, qu'on peut faire sécher et qui pousse hyper facilement. Et qui du coup coûte pas, voilà, qui coûte rien en fait. Et en fait, la nature, elle nous offre tout, on a tout à proximité. Et du coup, le chamanisme, c'est aussi ça, c'est prendre conscience de cette abondance-là, et qu'en fait, tout est là à portée de nous, et qu'il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'accueillir. Et je trouve que ça nous met aussi dans cette énergie de gratitude. Parce que vraiment, tout est là. C'est vrai. Alors, quelle est ton expérience personnelle par rapport au chamanisme? Comment es-tu devenue chamane? J'ai eu beaucoup de mal avec le mot chaman. Pour moi, c'était très compliqué de trouver, de me définir et de me dire je suis chamane. La première fois que j'ai connecté au mot chamanisme, j'ai été invitée à une soirée, un cercle et un voyage chamanique qui était organisé. C'était il y a combien de temps? 10 ans. D'accord. Et donc voilà, c'est une amie à moi qui me dit viens, ça va te plaire, c'est super. Et donc il y a eu un voyage guidé avec une fumigation à la sauge. Je connaissais rien, Oui. mais alors rien de rien. Moi j'ai démarré, j'étais initiée au Reiki à 20 ans, je tirais les cartes quand j'étais petite, j'avais cette connexion à l'invisible et à l'occulte entre guillemets. Moi j'étais branchée magie, j'étais branchée sorcellerie, Wicca, tout ça. Mais alors pas du tout chamanisme. Pour moi les Indiens ça me parlait pas du tout. C'était pas une culture que j'avais forcément envie de retrouver, et surtout pour moi c'était pas actuel, hein. Pour moi j'avais pas envie d'imiter, et puis j'avais pas envie de me déguiser non plus, j'étais pas dans cette énergie là. Moi j'aspirais qu'à une chose, c'était quelque part à être un petit peu dans le conformisme, à me camoufler, et voilà, pas trop me faire remarquer, donc à vivre un petit peu mes particularités, mais sans être jugée et sans que ça se voit trop en fait. Donc la première fois que j'ai connecté au chamanisme, je suis allée à cette soirée sans trop voir, et donc là il y a eu un tambour, il y a eu un voyage, on nous a invités à aller connecter la terre, et puis c'est venu, moi j'ai voyagé, mais ça m'a pas parlé pour un centime. Je suis sortie de là, mon ami qui me dit alors mais ça c'était bien, ça t'a plu, t'as vu, c'était génial. Alors tu sais quoi, ça me parle pas du tout de mon truc. Alors moi le chamanisme, c'est pas pour moi. Et je me dis non. Et j'ai pas reconnecté au chamanisme avant des années plus tard. C'est venu en 2014, fin 2014, où j'étais à l'époque, j'étais modératrice sur un forum sur internet qui était un forum très connu de complotisme. D'accord. Ouais, il était un peu taxé de complotiste parce que c'est un site qui existait depuis 2003, et c'était un des premiers sites à aborder des sujets comme l'ufologie, comme le channeling. D'accord. Oui. Voilà, ça parlait de plein de sujets un peu subversifs, de notion d'implant, de puces, etc. Et ça parlait aussi de chamanisme. Et j'avais une amie qui voyageait, et qui était modératrice aussi. Et un jour, elle m'en a parlé, et je lui ai dit mais c'est du chamanisme ça? Il n'y avait pas d'Indien, il n'y avait pas de plume, il n'y avait pas de tambour. Elle travaillait pas avec un tambour, elle fermait les yeux, des fois elle les fermait pas, et elle voyageait, et elle avait accès à tout un tas de plans et tout un tas de dimensions. Et c'est comme ça que j'ai connecté, et elle m'a dit. Et là déjà je me suis rappelé que en fait, quand je donnais des soins Reiki, parfois, en fait je voyageais déjà. Et j'avais déjà accès à certains plans, à certaines dimensions, mais je l'avais pas du tout interprété comme ça. Pour moi ça c'était pas du chamanisme. D'accord. Je savais pas ce que je voyais, j'avais des visions, mais c'était pas du voyage. Et j'ai commencé à voyager avec elle. Elle m'a dit est-ce que ça te... peut-être que toi aussi tu vois. Et effectivement, je voyais, et on a commencé à voyager, on a commencé à faire des soins ensemble, et on était à 500 km l'une de l'autre, et c'était juste dingue parce qu'elle avait des perceptions, et elle me disait je vois ça,
Et en fait, moi, depuis mon Skype, depuis derrière mon ordi ou mon téléphone, je me disais, mais attends, mais je vois exactement la même chose. Alors, parfois, je voyais, on peut voir un peu différemment, hein, parce que le cerveau interprète la vibration avec ses mémoires à lui, avec nos données à nous, hein, notre inconscient personnel aussi. Donc, même si on voit les mêmes choses, on ne va pas voir forcément exactement avec les mêmes images, hein, avec les mêmes sons. On ne va pas forcément avoir accès exactement au même plan. D'accord. Mais concrètement, il y a des trucs que je voyais exactement pareil. Et je me dis, attends, mais c'est dingue. Là, pour moi, c'était vraiment une confirmation que c'était pas juste mon imagination, que c'était pas juste de mon mental qui se faisait des films et qui, voilà, où j'avais juste une imagination fertile. Moi, je voyageais déjà à fond dans mes rêves. Hein. Moi, toutes mes nuits, je me rappelle encore de rêves que je faisais quand j'étais enfant. C'est encore très très précis, très clair dans ma tête. Donc, je voyage déjà depuis que je suis toute petite dans mes rêves. Mais sauf que là, ça a pris une tournure consciente. Et donc, c'est comme ça que le chamanisme est arrivé, que j'ai pu mettre un mot dessus. Et ça a mis bien 2-3 ans jusqu'à ce que j'arrive à me définir comme chamane, parce que pour moi chaman c'était je suis amérindienne, où j'ai hérité d'une tradition, d'une culture, j'ai été formée, initiée par un maître, et puis voilà, entre guillemets, j'ai une plume dans le cul et je voulais pas me déguiser. Voilà, pour être très crue, j'avais pas envie de me déguiser, et dans ma tête j'avais cette croyance là que pour être chaman, il fallait se déguiser. Et ça, je le refusais. Mais sauf qu'à un moment donné, j'arrivais pas à trouver d'autres mots que ça. C'est le seul mot qui définit, qui pour moi décrivait le mieux ce qui se passait pour moi et ce que je vivais, y compris ce qui se passait en soins. Puisqu'à un moment, il y a de la canalisation qui a commencé à arriver. Et puis, j'emmenais les gens aussi en voyage. Et concrètement, je recevais des messages, et dans ma façon de travailler, c'est d'abord on va et on voyage, et on accède à des dimensions, et on accède à l'invisible. Alors que ce soit très symbolique, ça peut des fois être des dimensions qui sont ultra symboliques, qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais ça reste du voyage. Et parfois dans le voyage, alors c'est Olivier Chambon, je sais pas si tu connais. Non, c'est un psychiatre qui a beaucoup écrit sur le chamanisme, et notamment sur les thérapies par les psychotropes. Donc il est psychiatre, il exerce à Lyon, et il a écrit des bouquins. Et il parle du chamanisme en expliquant que parfois le voyage chamanique c'est 80% d'imaginaire, 80% d'imagination, 20% de voyage. D'accord. Et que parfois c'est l'inverse, parfois c'est 80% de voyage et 20% d'imagination. Mais dans le voyage chamanique, en fait la première porte c'est l'imagination. Si on n'imagine pas, on voyage pas. Oui, ça paraît logique. C'est ça. Et c'est pas forcément des sorties astrales. La sortie astrale, ça n'a rien à voir avec le voyage chamanique. C'est un voyage astral. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Alors, comment tu es devenue chamane? Parce que tu en vis, hein, c'est ta profession. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Secrétaire médicale. Voilà. Et encore, ça m'arrive de temps en temps ponctuellement de dépanner, de faire des remplacements. Mais effectivement, là, mon activité principale maintenant, c'est le chamanisme. Après, j'étais 15 ans pratiquement secrétaire médicale. Et en fait, j'accueillais des gens toute la journée. Et pour moi, c'était hyper frustrant d'avoir des perceptions, de sentir des choses. Et du coup, d'être limitée dans finalement ce que je pouvais transmettre et partager. Et je sais que parfois, j'ai eu des conversations, mais totalement surréalistes, avec des personnes. Dans quel cadre? C'est bête, mais juste d'être dans l'accueil. En fait, la première personne que vous rencontrez quand vous allez chez un médecin, c'est la secrétaire. C'est elle qui est là, c'est elle qui accueille. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je crois qu'au-delà du chamanisme, au-delà de mes perceptions et de la manière dont je peux travailler, ce qui me constitue, ce qui fait de moi qui je suis, c'est que j'aime profondément la vie et les gens, et que quand je vois une personne arriver, il y a d'abord cette envie d'entrer en lien, d'être dans l'accueil, mais je peux pas faire comme si je sentais rien. Et du coup, quand quelqu'un vient, des fois elle vient avec son bagage, elle vient avec qui elle est. Et j'ai déjà vécu des scènes où je me rappelle d'une dame qui est arrivée, qui était hyper fermée, qui était fâchée, et qui arrivait hyper froide. Et
Et c'est fou parce que moi, des fois, je sais que je peux être très tranchante. Hein. Et que c'est aussi important de poser ses limites hein, et de pas non plus tout accepter. Et là, elle était hyper désagréable en fait. Et il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, et je me suis dit, Zen, voilà. Et je l'ai accueillie avec mon plus grand sourire. Je l'ai laissée aller s'asseoir. Elle a été appelée par le médecin et quand elle est revenue, je lui ai demandé de nouveau avec le sourire, alors, ça va, ça a été, ça s'est bien passé. Et je l'ai sentie soulagée. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que je lui ai dit. Moi, je me suis fait la réflexion après, je me suis dit, attends, mais c'est pas toi qui parlais là, parce que je lui ai dit des choses que je pouvais pas savoir. Et là, elle a fondu en larmes, au comptoir. Elle a fondu en larmes, et en fait, elle venait de perdre son mari. Et elle était dans un état de vulnérabilité, de fragilité. Et je pense que quelque part, elle était en colère. Elle était seule, elle était totalement désemparée. C'est la première fois qu'elle venait chez le gynéco sans son mari. Et elle était juste super triste. Et je me rappelle qu'elle m'a... Elle n'avait pas le Covid à l'époque, hein, donc elle m'a pris la main comme ça, elle m'a remerciée, elle est partie. Et je l'ai sentie. Et elle a lâché quelque chose. Et ça, c'est des moments de... Moi, j'étais pas du tout connectée à... Voilà, j'avais le Reiki, mais j'étais pas du tout connectée aux soins encore, à cette époque-là. Mais ça a été... Voilà, c'est des moments comme ça que parfois simplement d'écouter les gens. Et je sais que moi je sais que mes collègues ça leur plaisait pas toujours, parce qu'ils me disaient arrête de faire la psy. Parce que je passais des fois, voilà, je passais plus de temps à écouter les gens au téléphone. Voilà, qu'à raccrocher et finalement à accumuler les appels. Parce qu'on en reçoit beaucoup et il y a plein de gens qui ont juste besoin d'être écoutés et c'est un des grands mâles de ce siècle, hein, c'est qu'il n'y a pas d'écoute, c'est que les gens ne s'écoutent plus, on prend plus le temps, on s'accueille plus. Et donc ça a commencé comme ça et je me suis rendu compte que c'était là, c'était en moi. Puis mon mari m'engueulait souvent, il me disait tu peux pas arrêter de faire la psy, fais-toi payer, il y en a ras-le-bol. Passer des heures au téléphone à écouter les autres, au bout d'un moment c'est épuisant parce que finalement je pense que toi tu sais ce que c'est aussi, hein, t'as déjà dû le vivre. À un moment il y a besoin de réciprocité pour que les gens puissent accueillir finalement ce qu'ils déposent et que les autres se sentent pas redevables. Alors dans une relation amicale équilibrée entre guillemets ça peut se poser ce genre de choses, mais on se rend bien compte qu'à un moment ça a aussi ses limites et que c'est important de prendre sa place aussi. C'est ça. Hein, en fait, on va parler de réciprocité, en fait. Ça. Exactement. Il y a besoin de cette réciprocité-là et que finalement, que les personnes soient en capacité aussi de recevoir pleinement et de sentir ce qui se joue et de pas pouvoir se sentir redevable, hein, pouvoir accueillir pleinement ce qu'elles reçoivent. Donc, c'est important d'introduire un moment cette notion-là et de dire, c'est ok, mais quand on sent qu'il y a ça qui vient... pour moi, ça m'a libérée d'en faire mon métier finalement. Alors, on voit bien, d'après ce que tu nous dis, quand tu étais petite, tu rêvais, tu faisais des voyages, tu nous as parlé aussi de sorcellerie, tu dis que tu faisais de la Wicca déjà adolescente. Ouais. Il y a eu donc ce métier de secrétaire médical où tu étais un petit peu la psy parfois de certains patients qui venaient. Tu rencontres donc une personne qui te conduit au chamanisme et on voit bien en fait que c'est une construction, que ça n'est pas venu comme ça en fait du jour au lendemain. Alors moi j'ai envie de te poser déjà la question, quel a été le déclic quand tu t'es dit ouais là c'est ça que je veux faire et c'est le bon moment, c'est ça que je veux faire et c'est le bon moment. Je sais pas trop. Quand j'ai été initiée au Reiki, j'avais hyper envie de partager ce que je vivais et de donner des soins. Et c'était pas le moment. Et c'était pas le moment parce que autour de moi, tout le monde était hyper fermé. Moi, quand j'ai été initiée, j'avais 20 ans. C'était en 2003, donc c'était au balbutiement. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas ce foisonnement de thérapeutes, ce foisonnement de littérature.
Moi, je me rappelle que j'étais à fond, je découvrais les bouquins de channeling, les bouquins de magie, j'étais abonnée à la librairie ésotérique, je passais ma vie là-dedans, j'étais très copine avec la propriétaire de la librairie. Mais c'était un milieu, et moi les nanas avec qui j'étais, elles avaient toutes plus de 50 balais. Dire bon, c'est aujourd'hui, hein, c'est relatif, mais moi j'en avais 20, et j'étais la plus jeune dans ce milieu. Et du coup, même quand j'avais envie de partager ça, il y avait personne pour recevoir. Du coup, ça me venait pas de faire des soins. Et puis j'étais moi j'ai rencontré des gens dans le pouvoir, mais un truc de dingue. Je me suis fait casser. Je me rappelle une soirée d'échange que j'avais faite, je crois que c'était en 2004-2005. J'étais à une soirée d'échange Reiki. Et moi j'étais toute contente. Oh, j'ai le Reiki, je peux donner. Je suis allée à cette soirée. Déjà il faisait tout noir, c'était en plein hiver. Je voyais rien, les rues n'étaient pas éclairées. Je me suis garée dans un coin. Je suis vite montée, j'ai eu du mal à trouver le bâtiment. Je monte, j'arrive. On me dit bonjour, vous venez recevoir du Reiki. Ah non, moi j'ai le Reiki, je vais donner. J'étais tellement contente, j'étais fière, j'avais envie de partager. C'est le truc, tu sais, quand tu découvres quelque chose, t'as envie de donner, t'as envie de diffuser ça. Et donc j'étais toute contente d'aller dans un endroit où on pouvait, c'était gratuit, où moi je pouvais donner, quelqu'un allait recevoir mes soins. Et juste de le vivre et de l'expérimenter. Donc on m'a attribué quelqu'un, et donc j'ai commencé le soin. Et en fait, ma manière de vivre le Reiki, et là d'ailleurs la manière dont j'initie aujourd'hui, elle est très intuitive. L'énergie universelle, on est canal, on canalise l'énergie universelle, elle sait où elle a besoin d'aller. Les mains savent où elles vont. Je suis pas un protocole précis de je mets les mains là, non. Donc déjà ça c'était instinctif chez moi, je mettais les mains et donc j'avais commencé mon soin. Et là j'ai une maître Reiki qui arrive pendant mon soin, qui me prend les mains et qui dit c'est pas là qu'il faut mettre les mains, c'est là. Et donc en fait elle interfère dans mon soin. Et alors moi j'étais toute jeune, mais j'étais pleine de trauma, j'étais pleine de manque de confiance en moi, j'étais pleine de peur et d'angoisse. Donc déjà j'ai pris sur moi, c'était hyper difficile, je me sentais honteuse, j'ai continué à faire mon soin tant bien que mal. Là j'ai un gars qui rentre dans la salle, s'il vous plaît, là il y a un véhicule, c'est qui a garé son véhicule devant l'entrée du parking. Et en fait, dans la nuit, la grille était fermée. Oui. Et j'avais pas vu que c'était la grille d'entrée du parking à l'intérieur. Ah oui, mince. Il faisait noir, j'ai pas fait gaffe. Et donc, du coup, je me suis tapé doublement la honte. Donc, c'était moi, je suis descendue, je suis allée garer Donc, 2 fois mon soin interrompu. Je suis allée déplacer ma voiture, je suis remontée. J'étais dans tous mes états, j'ai fini le soin. Et à la fin, on a fait un espèce de cercle de débriefing. Et là, elle m'a cassée devant tout le monde en disant que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Elle arrêtait pas de me regarder de travers. Et suite à ça, j'ai arrêté le Reiki pendant 4 ans, 5 ans. J'ai arrêté complètement. Et je me suis dit, ça c'est pas pour moi. Et donc, voilà. Il y a un moment, quand c'était pas prêt, c'était pas prêt. Et quand j'ai commencé à voyager avec cette personne, là, les gens sont venus. Et là, on a eu des demandes. Et là, j'ai commencé à faire des soins. Et je me suis dit, mais oui, c'est une évidence. Là, c'est ça que je veux faire. Et là, tout à coup, les gens étaient là pour accueillir. Donc, il y a un moment pour tout. C'est ça. Quand c'était pas le moment, c'était pas le moment. Voilà. Alors, est-ce que tu crois que c'est inné ou acquis d'être chaman ? Est-ce que tout le monde peut être chaman, peut devenir chaman ? Je crois que tout le monde peut pratiquer le chamanisme. Et tout le monde... Je pense que tout le monde a un côté chaman et tout le monde a une part de créativité en soi. La différence pour moi entre un chaman, pour moi la notion de chaman, vraiment ce mot-là, ça définit une posture, ça définit un statut. C'est un métier, et c'est un métier où il y a quand même une responsabilité. Ce qui fait de moi une chamane, c'est qu'à un moment donné, je vais être un intermédiaire entre une personne et le monde invisible. Je vais jouer le miroir. Je vais jouer celle qui va pouvoir à un moment donné faire écho, qui va pouvoir reformuler, écouter. Et donc,
Personnellement, je crois pas que tout le monde, en tout cas dans cette incarnation, dans l'incarnation actuelle, que tout le monde soit destiné à ça, et que tout le monde ait forcément une capacité d'écoute, une capacité d'accueil. Je sais pas si tout le monde a envie d'accueillir des traumas, des choses difficiles, si tout le monde a envie de recevoir des histoires et des vécus qui sont parfois douloureux, qui sont parfois violents, qui sont parfois honteux, et qui est suffisamment d'ouverture, qui est suffisamment explorer ces parts d'ombre, parce qu'à un moment donné, faut pas se leurrer, on peut pas accueillir quelque chose chez l'autre qu'on n'a pas déjà accueilli en soi, qu'on n'a pas rencontré à un moment. Et ça, je suis pas sûre que tout le monde ni ait l'envie de le faire déjà, mais la capacité de. Moi, je sais que je suis pas pianiste, je serai jamais pianiste. J'ai pas ça. Et que j'ai pas moi je joue de l'accordéon en amateur, et quand je vois l'énergie qu'il me faut pour arriver à jouer des notes correctement et l'entraînement que ça demande, et la discipline, je suis très contente de jouer en amateuse. Ça demande indiscipline. Il y a des moments de doute, il y a des moments où il se passe des choses dans mon corps sur un plan énergétique, il y a des moments où je vis des choses intérieurement, des moments douloureux, des moments de transe, des moments qui sont hyper désagréables, qui me demandent un ancrage et une confiance pas possible. Il y a des moments, mais j'ai vécu pendant le confinement des moments de transe, des moments où je vomissais, où j'avais des espèces de montées d'énergie qui étaient juste insupportables. Il faut le gérer, ça. Des moments où on a l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps, on se dit mais je suis en train de devenir dingue. Ça, ces moments-là, il faut être capable de les gérer, de les accueillir. Donc je suis pas sûre que ce soit un chemin pour tout le monde. Si à un moment donné ça appelle, ça appelle. S'il y a l'élan, quel que soit qui se pose, le chemin il se présentera, et même si à un moment donné ça fait ça reviendra. Et ça se vivra. Mais je crois pas que ce soit un chemin pour tout le monde. Au-delà des formations, au-delà des écoles, c'est un chemin aussi de connaissance de soi. Il faut vraiment c'est important d'avoir l'élan. Et c'est pas un chemin où on se guérit soi-même. C'est important d'abord de passer par soi, et pour ensuite, parce que sinon on se prend des claques, on se prend des retours. J'imagine bien. C'est pas si simple. Alors, quelles sont tes valeurs à toi en tant que chamane, ton éthique ? Ouais, alors ça pour moi l'éthique, je crois que c'est peut-être la base, le fondement de ma pratique. Le cadre c'est fondamental. À un moment donné, quels que soient les outils, quel que soit ce qu'on va transmettre, si on ne transmet pas avec l'intention juste et avec un cadre qui soit suffisamment sécurisant, on fait des bêtises. On peut faire plus de mal que de bien. Et on voit ce qui se passe, que ce soit dans la médecine traditionnelle, dans la médecine moderne. C'est important. Maintenant, on pose la notion de consentement éclairé. C'est précieux. Le consentement, c'est la base. À un moment donné, quand on va vivre une intervention avec un médecin, si on sait pas, si on connaît pas les risques, si on nous explique pas ce qui peut se passer, les complications qu'il peut y avoir, ce qui va être fait, c'est important d'être acteur de ce qu'on va vivre, de sentir qu'on est présent et que du coup on consent avec notre corps pour pouvoir vraiment vivre pleinement et accueillir pleinement ce qui va se passer. C'est pareil pour un soin énergétique. On n'est pas médecin, on pose pas de diagnostic, mais sur le plan de l'éthique, sur le plan de la notion d'aide, il y a ça aussi qui se joue, et c'est très important. On est acteur de son soin, on est acteur de ce qu'on va vivre. Et pour moi, il y a cette notion d'égalité qui se pose. Moi, je suis pas la sachante. Moi, je sais rien. Je me laisse guider par ce qui est là et j'écoute. J'écoute, je propose, j'amène des propositions, j'amène des ressentis, des messages que je peux recevoir. Mais même quand je transmets un message, c'est important pour moi de sentir quelle est la capacité de l'autre à recevoir ce que je vais transmettre. Du coup, pour moi, le verbe est fondamental, et c'est important pour moi de le transmettre avec suffisamment d'écoute, suffisamment de bienveillance et de justesse, de douceur, que la personne elle soit en capacité de recevoir le message. Parce que sinon, pour moi, je vais aller cristalliser encore plus
Au lieu d'aider à ouvrir, je vais venir mettre un mur de plus. Bien sûr. On accueille, enfin moi je sais que dans mes soins, j'accueille parfois des souffrances, des choses qui sont difficiles à voir pour la personne qui vient. Et si à un moment donné, elle sent pas cette espèce de cocon de confiance, si la relation de confiance elle se pose pas, elle va peut-être pas avoir suffisamment de force et de courage pour aller voir. Et c'est important pour moi pour qu'elle puisse aller vers l'autonomie et vers la souveraineté et reprendre son pouvoir. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle sente que c'est elle qui est actrice et que c'est pas moi qui fais. J'ai pas envie qu'elle me donne son pouvoir. Je suis pas gourou et j'ai pas envie d'être une gourou. Alors qu'utilises-tu pendant tes soins comme geste que tu utilises Un peu de tout. Ouais, un peu de tout. Hein. Des fois rien. Des fois c'est l'écoute. L'écoute, les mots. Pour moi, alors, je pense que il y a une chose qui est facile pour moi et qui est, j'ai envie de dire, qui est vraiment fluide, tu vois, et que j'ai pas forcément, dont je me suis pas inspirée, c'est les mots, c'est le verbe. J'ai toujours eu un truc avec les mots, j'aime écrire. Et ça, c'est fluide chez moi. Donc, juste parfois d'avoir le mot juste ou de reformuler. Et ça, j'aime bien utiliser les mots. Et alors, tu vois, ce qu'on discutait tout à l'heure sur la notion d'extraversion, la notion de NFP. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est le NFP ? Alors, le NFP, c'est un des 16 profils, type psychologiques. On appelle ça le MBTI. Alors, je ne saurais pas, c'est un anagramme. Un acronyme. Ouais, ça, un acronyme, ouais, voilà. D'accord. Et en fait, ça définit plusieurs profils psychologiques, plusieurs profils types qui définissent la personnalité. Alors, il y a des introvertis, il y a des extravertis, on va trouver des architectes, des inspirateurs. C'est assez intéressant. Moi, je sais que, voilà, en 10 ans, j'ai fait une première fois ce test en 2012, donc 8 ans, et je l'ai refait plusieurs fois, et c'est toujours le même profil qui ressort. D'accord. Il y a plein de profils comme ça. Alors, c'est des petites étiquettes, c'est important d'être capable de s'en détacher, mais ça permet des fois aussi de se poser, de se dire ah ouais tiens, ça permet de mieux comprendre son mode de fonctionnement. Quand ça aide, les étiquettes parfois ça peut être utile quand ça aide à l'acceptation de soi. Mais après c'est important aussi d'être capable de s'en détacher et de dire bon, ok il y a ça, mais c'est pas ça non plus qui me définit. Pouvoir se détacher des objets, des étiquettes. Et donc bref, quand on est extraverti, on a besoin que la parole elle passe par l'extérieur. C'est ça. Et alors je sais pas si toi ça t'arrive, mais parfois moi je sais que quand je parle de quelque chose à quelqu'un, juste en m'écoutant parler, tout à coup j'ai la réponse. J'ai un truc qui vient et me dit oh, mais attends là je t'en parle maintenant je comprends. Et attends, et en fait on fait les questions et les réponses en même temps. Il y a des espèces il y a une réflexion d'un coup qui arrive au cerveau et qui fait qu'en entendant tout à coup on arrive à connecter à des choses. Et donc quand on est extraverti, du coup c'est hyper utile la parole pendant les soins. C'est-à-dire que là, c'est mon espace à moi, entre guillemets, et là je sais que ma parole elle est sacrée, que ma parole elle est utile, et que là elle peut être thérapeutique et bienveillante, et qu'elle amène quelque chose, elle est porteuse de sens. Et ça pour moi c'est précieux, parce que tu vois moi aussi, quand j'étais petite on me disait tais-toi, tu saoules, tu parles trop, ou tu poses trop de questions. Et du coup, là, tout à coup, ma parole, elle fait sens. Là, je parle plus trop. Du coup, ça devient précieux. Après, j'utilise d'autres choses. Je travaille avec le tambour, avec des tambours, avec plusieurs tambours. Voilà, il y en a plusieurs avec lesquels je suis en lien, en affinité. Avec les cristaux, avec les plantes. Je travaille beaucoup avec le voyage, en guidant le voyage. Alors ça peut ressembler à de l'hypnose, en amenant les gens en état modifié de conscience. Voilà, il m'arrive aussi de canaliser, c'est-à-dire tout à coup j'ai l'impression, il y a des choses qui sortent, des sons qui sortent, et je sens que je suis là, mais qu'en même temps j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Ça arrive aussi. C'est un peu plus rare. C'est pas ma spécialité, je suis moins fluide là-dessus, mais ça m'arrive aussi. Après, chaque personne, chaque thérapeute, chaque chaman a ses spécificités.
Plus la clairvoyance, hein, tu parlais en fait Ouais, de l'arbre que tu voyais. Ouais, moi je suis plutôt visuelle, hein. Moi j'ai rarement des sons qui arrivent. Et si j'ai des sons, je sens que c'est pas forcément dans l'oreille, que ça va plus être dans la tête. Là c'est plus dans l'esprit que ça se passe.